Donc là, on va commencer par, la première question qu'on avait posée, c'est-à-dire: «Ce qui est inutile est-il pour autant sans valeur?» Alors, heu, je vais me prêter à 2 exercices un peu différents. Je vais essayer d'être court, hein, par rapport à la dernière fois quand même, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur tout, donc je ne dirai pas, tout ce que je pourrais dire et j'espère d'être pas trop elliptique sur certaines questions. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, ou quoi que ce soit. Donc du coup, sur cette première question, je vais essayer d'aller au-delà de la problématique et de formuler une position philosophique en fait, voilà, qui me semble un peu utile, un peu comme j'avais fait sur le droit et le devoir la dernière fois. Par contre, sur la nature, sur le respect de la nature, je ferai un autre exercice qui est plus un exercice d'analyse et de problématisation, sans forcément prendre parti, tellement, il faudrait de temps pour pouvoir faire le tour de la question, «Faut-il respecter la nature?» Donc du coup, là, sur, cette question: «Ce qui est inutile est-il pour autant sans valeur?» D'abord, on pourrait se dire: «Bah, la question, elle est bizarre parce que, ce qui est inutile est par définition, sans valeur», surtout dans nos sociétés, ce qui est inutile, c'est ce qui sert à rien et donc du coup, si ce qui ne sert à rien ne peut pas avoir de valeur. Heu, dans nos sociétés, l'inutile est toujours vu de manière, très péjorative, hein, puisque, l'inutile, c'est ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas sa place, ce qui ne sert à rien. C'est ce qui est mis sur la touche, hein. C'est, ce qui est toujours au second rang, ce qu'on exclut. Hem Et puis même dans nos sociétés, il arrive même qu'on considère, les gens inutiles comme des parasites, ou en tout cas comme des gens qui profiteraient de ceux qui, eux, sont utiles et sont productifs et permettent à la société d'exister. Donc, les sociétés en elles-mêmes sont toujours, elles agissent toujours par utilité puisqu'elles ont pour but de nous permettre de vivre en commun, donc elles ont un but et c'est bien ça justement l'utilité, hein. C'est bien la définition qu'on peut donner de l'utilité, c'est que, est utile une chose qui permet d'atteindre un but. Voilà. Définir une chose par son utilité, c'est définir une chose comme un moyen pour atteindre une fin et c'est donc toujours donner à la fin une valeur supérieure au moyen, puisque le moyen n'étant que la condition par laquelle je vais atteindre la fin, mais le moyen n'est pas ce que je cherche, c'est évidemment la fin que je cherche. Donc on pourrait dire que l'utilité, elle est toujours relative au but qu'on cherche, au but qu'on recherche. Euh, mais si on dit que l'utilité est toujours relative à une fin, est-ce qu'on peut se demander du coup si tout n'est pas utile? Parce que l'homme n'agit-il pas toujours avec un but, avec une fin? N'est-ce pas d'ailleurs le propre de l'homme d'être conscient de ce qu'il fait et de toujours agir avec la conscience de ce qu'il fait? Donc du coup d'avoir un but dans ses actions. Auquel cas, tout serait utile parce que tout ne servirait qu'à quelque chose que nous voudrions atteindre. Et du coup, la question qui se pose revient à se demander, en fait, par rapport à cette idée de conscience, si en fait on n'agit pas toujours dans son propre intérêt et donc du coup qu'on n'agit pas toujours par utilité pour soi-même. Même quand je vais aider autrui, est-ce que je ne vais pas aider autrui parce que ça me fait plaisir en définitive, ça m'apporte aussi à moi du plaisir et donc du coup l'aide que je procure à autrui n'est pas totalement dégagée d'intérêt puisqu'elle me renvoie à ma propre satisfaction. Donc, tout ce qui serait utile, tout serait donc utile et celui qui croirait le contraire, eh bien, serait un idéaliste, voilà, croire que, il pourrait y avoir des choses inutiles qui ont de la valeur, ce serait une manière d'être idéaliste et ce serait peut-être même vivre, dans nos sociétés, dans un monde de bisounours ou considéré comme, un monde de bisounours qui n'existe pas vraiment puisque, le pragmatisme, hein, c'est cette capacité à dire que, on l'entend beaucoup en politique, hein, il faut avoir un pragmatisme politique. C'est-à-dire qu'en fait, en politique, on n'agirait pas selon des valeurs, mais on agirait surtout, selon des principes, d'utilité, l'utilitarisme dont on parlera un petit peu plus tard et donc du coup, il faudrait toujours faire face à une réalité qui s'impose à nous et donc faire de la politique, ce serait, trouver les meilleures conditions pour faire face à la réalité qui s'impose à nous. Heu et donc du coup, il faudrait accepter cette réalité comme une espèce de fatalité. Heu, mais en même temps, si on considère que tout est utile, est-ce que ce n'est pas tout réduire à un moyen? Et donc, est-ce que ce ne serait pas, considérer que le monde entier n'est qu'un moyen? Et donc du coup, ça pose aussi la question de savoir, mais alors du coup, c'est quoi la fin, que l'on cherche à atteindre par ce moyen que serait le monde, qui serait donc du coup à mon service, en définitive? Heu,
Parce qu'en fait, n'y a-t-il pas si on y réfléchit, n'y a-t-il pas dans le monde des choses auxquelles on tient pour autre chose que pour leur utilité? Heu N'y a-t-il pas, parfois des choses que nous aimons sans raison et parfois même que nous aimons contre, toute raison, et contre toute rationalité? Et plus encore, si tout est soumis à une fin, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi cette fin? Ce serait quoi cette fin absolue qui elle-même, du coup, ne serait pas utile? Donc tout ne serait pas en définitive utile. Puis on en parlera tout à l'heure puisque, à partir du moment où le monde serait à mon service, cela voudrait-il dire que je suis moi-même, je me considère moi-même comme, fin absolue de toute chose et que, le monde entier, serait mon moyen. Donc, la question qui reste à se poser, c'est savoir ce qu'est une valeur et savoir s'il n'y a pas des valeurs qui ne seraient pas relatives. Si l'utilité est une valeur relative, n'y a-t-il pas des valeurs qui, elles, seraient absolues? Heu, N'y a-t-il pas des choses que nous posons comme, au-dessus de tout? Hein, donc au-dessus de toute chose qui serait, moyen et donc, des valeurs qui dépassent l'utilité, et la relativité. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a un paradoxe hein, et parfois même une contradiction à vouloir penser l'utilité comme seule valeur, parce que d'un côté, euh, on dit que l'inutilité est dévalorisant et en même temps, on voit que l'utilité nous renvoie en permanence à une survalorisation du moi. Euh, L'idée même que, en fait, c'est parce que je me crois absolu que je crois que tout m'est utile, en fait, et que tout ne dépend que de mon plaisir, et que tout me ramène à mon propre plaisir et à un plaisir, à une satisfaction de mon ego. Euh, et en même temps, du coup, comme rendre le monde totalement utile et ne voir dans le monde que des utilités, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire même aider l'autre me renvoie à mon propre plaisir, de l'avoir aidé, à ma propre satisfaction. Considérer le monde comme cela, c'est donc faire survaloriser son ego comme fin en soi, puisque tout serait utile pour arriver à cette fin de satisfaction de son ego. Et donc, du coup, c'est nier l'idée que nous pourrions nous-mêmes être utiles et donc refuser justement d'être réduit à une forme d'utilité, puisque nous sommes pour nous-mêmes une valeur absolue. Donc, il y a une contradiction là. Cette contradiction qui consiste à survaloriser le moi et donc à réduire toute chose qui m'entoure comme moyen de parvenir à moi, et qui en même temps fait que, en se survalorisant, eh bien, on s'interdit ou on interdit aux autres de nous considérer, eux, par contre, comme un moyen pour parvenir à leur fin. Et nous ne l'acceptons pas. Donc il y a une forme de contradiction là-dedans qu'il va falloir que nous allons évidemment essayer de dépasser. Euh, Parce que je crois que en fait, personne ne voudrait être reconnu que par son utilité. La plupart d'entre nous, nous jouissons de notre reconnaissance vis-à-vis des autres dans des choses bien plus importantes que la seule utilité qu'on peut représenter à leurs yeux. Je crois que pour comprendre ce problème, il faut commencer peut-être par parler de ce qu'on appelle l'utilitarisme en philosophie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué l'utilitarisme, mais je vais en rester à la base du raisonnement. Euh, Dans l'utilitarisme, c'est le but poursuivi qui donne de la valeur à une chose, toujours. Bon. Et si la chose permet de faciliter l'accès à notre fin, à notre but, on lui donnera donc une valeur positive qu'on appellera l'utilité. Si la chose, par contre, empêche d'atteindre le but, on dira qu'elle est néfaste, on dira qu'elle est nuisible. Et donc, du coup, ce qui est nuisible au fait d'atteindre mon but. Et ce qui est ni nuisible ni utile, du coup, ce qui n'aurait ni valeur positive ni négative pour atteindre mon but, bah ça n'existe pas, ça n'a strictement aucun intérêt, ça n'a même pas d'existence et ça n'a pas de considération possible, puisque c'est inessentiel, en définitive. Donc, on peut dire que si ce qui est utile est positif, c'est parce qu'il permet d'atteindre le but recherché. Et vouloir atteindre un but, c'est justement le désir. C'est le propre même du désir. L'homme est un être de désir en ceci que l'homme est un être de conscience, qu'il a conscience qu'il existe, mais qu'il a aussi conscience, et c'est pas si simple qu'il va mourir. Et donc, du coup, il a conscience surtout de ce qu'il manque, de ce qui lui manque, de ce qu'il ne possède pas. Le propre de l'homme, c'est justement d'avoir une conscience de ce qui lui manque et donc de désirer combler ce manque pour atteindre le plaisir, c'est-à-dire identifier un objet qu'il considère comme pouvant combler le manque qu'il ressent. Et donc, du coup, on pourrait dire que l'utilité est toujours liée à une forme du désir. Euh, le désir est naturel chez l'homme, il n'est pas inné, hein, mais je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long, mais le désir est naturel, il
il est permanent. Socrate le posait à travers la représentation du tonneau des Danaïdes, hein, les Danaïdes qui remplissent des tonneaux percés et qui donc du coup sont dans un mouvement incessant, puisque le propre du désir, c'est que justement, à partir du moment où il est satisfait, naît immédiatement le désir de désirer, et un autre désir prend toujours la place du désir que nous venons de satisfaire, ce qui fait qu'en soi, le désir est toujours une quête improbable, en fait. Donc on pourrait dire que l'homme, en tant qu'être de désir, cherche donc toujours son utilité, puisque le désir est la nature de l'homme, et donc satisfaire ses désirs, c'est toujours chercher l'utilité de ce que nous faisons et essayer de trouver les moyens pour atteindre une fin. Donc, et là, la fin étant évidemment le plaisir. Bon. On pourra leur dire, donc, comme les utilitaristes, que la nature profonde de l'être humain, c'est une forme d'égoïsme, hein, qui nous pousse à privilégier en permanence notre intérêt personnel, et qu'en fait, n'aurait alors de valeur que ce qui nous est utile, et tout ce qui n'est pas inutile, tout ce qui serait inutile n'aurait donc pas de raison d'être. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas forcément mettre dans les utilitaristes, mais qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est Adam Smith. Adam Smith, qu'on considère un peu comme le fondateur des sciences économiques, hein, en tout cas de l'économie politique plutôt, disons-le comme ça, qui dit qu'en fait la société n'est en définitive qu'un marché dans lequel s'affrontent des concurrences, sont en concurrence nos égoïsmes, et que donc du coup il y aurait à un moment donné une forme d'équilibre de nos égoïsmes qui créerait l'équilibre du marché. Bon. L'idée de main invisible, même si elle est un petit peu plus compliquée que expliquée comme ça, parce qu'il condamne aussi justement cette chose-là, Adam Smith. Mais on ne peut pas le faire ici, on ne peut pas développer ça ici. Pour que vous compreniez ce que veut dire Adam Smith, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Alors, ce n'est pas lui qui la raconte comme ça, hein, mais c'est l'idée qu'il défend. Adam Smith dit à peu près ceci. Imaginez, vous avez deux fermiers, deux éleveurs qui sont là, chacun d'un côté d'une route. Bon. Et il y en a un qui élève des poules, et puis l'autre élève des lapins. Et puis, comme ils ne sont pas complètement idiots tous les deux, donc ils vendent leurs poules et leurs lapins sur le marché une fois par semaine, sur le marché du village. Et puis, comme ils ne sont pas complètement idiots l'un et l'autre, et qu'ils sont copains, ils vivent l'un en face de l'autre, ils sont voisins, ils sont solidaires, etc. Eh bien, de temps en temps, il y en a un qui donne une poule à l'autre, et puis en échange, l'autre lui donne un lapin, puisqu'ils ont à peu près la même famille, enfin, ils ont la même famille, voilà. Et donc, du coup, un lapin fait un repas pour une famille, et une poule fait un repas pour une famille. Donc, du coup, eh bien, de temps en temps, pour pas toujours manger du lapin et puis toujours manger des poules, eh bien, ils s'échangent un lapin et une poule pour changer un peu le quotidien. Bon. Et puis là, il y a Adam Smith qui passe sur la route et puis qui voit le type qui élève des lapins et puis qui lui parle un peu, tout ça. Il lui dit: ça va, quel est votre métier, tout ça, machin. Et puis l'autre lui dit: bah, j'élève des lapins, tout ça. Ah, c'est cool, voilà. Et puis en face, à votre voisin, il fait quoi? Bah, lui, il élève des poules. Ah ouais, d'accord, vous vous entendez bien? Ouais, ouais, ça va. De temps en temps, même on s'échange un lapin contre une poule. Eux, ils sont quatre, nous on est quatre, donc ça fait un repas, voilà. Et Adam Smith lui dit: ah ouais, mais vous, combien de temps il faut pour vous amener, pour que vous puissiez amener un lapin à maturité, pour pouvoir le manger, quoi, voilà. Bon. Le type, il dit: bon, moi, il me faut à peu près 6 mois. Bon, les chiffres sont un peu faux, hein, sûrement, hein, que je donne là, mais bon. C'est une histoire. Le type dit: bah, moi, il me faut 6 mois à peu près pour amener un lapin à maturité. Ah, d'accord, ouais. Et pour amener une poule à maturité, pour qu'elle soit mangeable, il lui faut combien à votre voisin? Oh, mon voisin, c'est à peu près 3 mois. Une poule, au bout de 3 mois, on peut la manger, quoi. Bon, c'est quand même de l'élevage intensif à 3 mois, hein, mais bon. Et Adam Smith lui dit: ah, mais du coup, si vous, il vous faut 2 fois plus de temps de production, c'est pas une poule que devrait vous donner votre voisin, c'est 2. Et puis il s'en va. L'autre cogite un peu et puis il dit: ouais, tiens, c'est pas con ça quand même, parce que moi j'élève, il me faut 2 fois plus de temps pour élever mes lapins. Et donc du coup, quand l'autre revient un jour en lui disant: bah tiens, je t'ai amené une poule pour que tu puisses la manger, tout ça. L'autre lui dit: ouais, mais tu sais, j'ai réfléchi. Et puis il lui explique ce qu'a dit Adam Smith: ouais, tu vois, moi il me faut 2 fois plus de temps, tout ça. Bon, l'autre dit: on est copains, écoute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, si tu veux 2 poules, je te donne 2 poules. On va pas en faire un plat, quoi. Bon, voilà, on se connaît, on s'aime bien. Tiens, voilà 2 poules, et puis file-moi un lapin. Moi, j'aime bien tes lapins. Donc, c'est bon. Et puis, celui qui fait des poules continue d'aller sur le marché, vendre ses poules. Et puis, il y en a un qui est à l'entrée du marché, puis l'autre qui est à la sortie du marché. Celui qui vend les lapins est à l'autre bout du marché.
Et puis, peu à peu, de semaine en semaine, celui qui vend des poules s'aperçoit qu'il en vend moins des poules. Bon, il en vend de moins en moins. Bon et puis, du coup, au bout d'un moment, il en vend tellement pas que, il arrête les clients qu'il avait l'habitude de voir et il leur dit: «Mais bon sang, je comprends pas, vous me prenez plus de poules, vous mangez plus de poules, elles sont pas bonnes les poules, il y a eu un problème, bon voilà». Et les autres lui disent, ses clients lui disent, bah, non, ils sont un peu gênés, hein, mais ils disent: «Bah, non, mais bon, le problème, c'est que, il y a quelqu'un d'autre qui vend des poules, mais qui les vend vachement moins cher que vous, quoi. Donc, on les prend chez lui maintenant». «Ah bon? Bon, OK, d'accord». Alors l'autre, il s'inquiète, il dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce vendeur de poules? Je savais pas qu'on était 2 marchands de poules ici». Bon, il va voir à l'autre bout du marché, parce que de toute façon, il a pas de clients, donc il a que ça à faire et arrivé, au bout du marché, il voit son voisin, donc, le stand de son voisin et il voit que son voisin vend des poules. Alors là, il est surpris. Bon, il va le voir, il dit: «Mais maintenant tu vends des poules, toi?» Alors l'autre lui explique, il lui dit: «Bah oui», il dit: «Écoute, à chaque fois que tu me donnais, 2 poules, bah, comme moi, une seule poule me fait un repas, et bah, la deuxième, je la gardais. Et puis, bah, du coup, j'ai gardé des poules à chaque fois que tu m'en as donné une. Et puis, bah, du coup, ces poules, elles se sont reproduites, elles ont fait des œufs, et puis on a pu, du coup, pour pas cher, je les ai revendues, puisque de toute façon, moi, je les ai pas élevées pendant 3 mois, donc elles me coûtent beaucoup moins cher que toi, donc je peux les vendre moins cher». Et d'un seul coup, l'autre commence à comprendre dans quoi il est tombé. Et au fur et à mesure, s'il continue comme ça, eh bien, celui qui vendait des poules n'en vendra plus et un jour, certainement que son voisin viendra le voir puis lui dira: «Écoute, comme tu es ruiné puis qu'on est copains, ce que je te propose, c'est que je te rachète ta ferme pour pas cher et tu travailles pour moi». Ça, c'est la théorie du marché, selon, c'est la naissance du libéralisme en fait, hein, Adam Smith, hein. C'est-à-dire, c'est l'idée que la valeur d'usage n'est pas la valeur d'échange. Il faut séparer la valeur d'usage et la valeur d'échange et en définitive et il faut même séparer la valeur d'échange du prix parce que se rajoute au prix, par exemple, aujourd'hui, toute la partie qui va vers la finance et qui va, vers la bourse, par exemple et vers les dividendes. Donc du coup, on voit là que, dans une société fondée sur l'utilitarisme, il faut toujours considérer que, l'intérêt général, c'est, ce qui sera le plus utile au plus grand nombre. L'utilité étant ce qui mène au plaisir et les plaisirs étant ce qui mène au bonheur, hein. Le bonheur étant dans l'utilité, dans la possession de ce qui va être utile à mon bonheur. Bon. Donc du coup, c'est ce qui est utile pour le plus grand nombre. Mais le problème, comme l'utilité est liée à la valeur, encore faut-il savoir utile à quoi? Est-ce que c'est utile à la valeur d'usage? Est-ce que c'est utile à l'usage qu'on a des choses? Ou est-ce que c'est utile à l'échange qu'on peut faire des choses? C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, qui s'échangent très cher, hein. Bonjour Mathias. Il y a des choses qui s'échangent très cher et qui n'ont pas trop d'utilité. Et heureusement encore aujourd'hui, on ne paye pas l'air alors que c'est quand même extrêmement utile, hein. Respirer, c'est un besoin. Bon. Euh, et puis, est-ce que c'est utile pour le prix? C'est-à-dire, est-ce que c'est utile pour capitaliser, pour faire encore plus de bénéfices? Donc, du coup, euh, euh, avec l'idée utilitariste, euh, se pose la question de l'utilité, mais pourquoi? L'utilité pour qui? Ah. Comment définir le but d'une société? Est-ce que c'est l'échange? Est-ce que c'est le besoin? Est-ce que c'est la satisfaction des désirs? Etc. etc. Est-ce que c'est l'enrichissement? Bon. Euh, euh, voilà bien le problème. Puisque si vous ne définissez pas ce qu'est le but de la société, à partir de là, tout devient justifiable. C'est-à-dire que, puisque je peux, pour l'intérêt général, en définitive, sacrifier la minorité, puisque la majorité va définir ce qui est bon pour tout le monde et va définir ce qui serait utile à tous. Euh, dans ce sens-là, on n'aurait d'utilité que parce que nous sommes des êtres, il n'y aurait d'utilité que parce que nous sommes des êtres de désir. Et euh, le problème, c'est de savoir si le désir est toujours bon, en définitive. S'il faut toujours chercher à satisfaire ces désirs. Peut-être que le désir est aussi, pourrait être une fin en soi, et non pas seulement la condition de trouver les moyens d'obtenir du plaisir. Euh, Parce que la satisfaction des désirs n'est pas une garantie nécessaire pour dire ce qui est bon pour nous. Euh, D'abord, il y a des désirs qui m'échappent. La plupart des désirs, d'ailleurs, m'échappent. On ne décide pas souvent de désirer une chose ou une autre, hein. Le désir est souvent provoqué de l'extérieur et d'autant plus dans nos sociétés de consommation. Et puis, sans rentrer dans le détail, parfois nous désirons des objets en croyant qu'ils vont nous être utiles et qu'ils vont être bons pour nous, mais ce sont des désirs déguisés, hein.
l'exemple que je prends souvent, c'est que par exemple, quand j'ai le désir de rien foutre et puis que ma bonne conscience me dit que c'est pas acceptable de ne rien faire parce que j'ai du travail, eh bien, tout à coup, j'ai le désir de boire, j'ai le désir de manger, j'ai le désir d'aller aux toilettes, du coup, comme j'ai bu et mangé. Et tout ça, bah, en fait, ce sont des désirs déguisés qui n'ont qu'un seul but, c'est de satisfaire le désir de rien foutre. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que tous nos désirs soient forcément très conscients et toujours très utiles à notre action. Euh, et puis la question qui se pose, ça c'est une vieille question en philosophie, hein, mais est-ce qu'on désire une chose parce qu'elle est bonne, c'est-à-dire qu'on l'aurait identifiée comme pouvant nous faire du bien, ou est-ce qu'une chose ne devient pas bonne parce qu'on la désire? En définitive, euh, n'y a-t-il pas, en fait, dans le désir, le fait de vouloir désirer pour désirer? C'est-à-dire que, en fait, ce qui compte, c'est d'abord le désir et que la chose bonne ne deviendra bonne que parce qu'on la désire. Un exemple très simple, je crois que on connaît tous ça, hein. Les téléphones portables, par exemple, quand un enfant veut un téléphone portable, c'est d'abord un désir, hein. Le téléphone portable n'est pas bon pour l'enfant, il ne sait pas que le téléphone portable est bon pour lui. C'est d'abord parce qu'il désire le téléphone portable que tout à coup le téléphone portable va devenir bon. Et il est capable même à ce moment-là, et les parents parfois le justifient, de trouver des bonnes raisons d'avoir un téléphone, par exemple. Bon, qui serait en l'occurrence, je ne sais pas, si je tombe dans un ravin, je pourrais vous appeler. Si je me fais enlever par un pédophile, je pourrais vous appeler. Bref, toutes des raisons qui mettent en danger sa vie et qui, évidemment, montreraient que tout à coup, le téléphone est super utile parce que s'il ne l'a pas, il risque sa vie, hein, voilà. Donc, pour sauver sa vie, il lui faut un téléphone. Et dans ce sens-là, on voit bien que ce n'est pas parce que, que c'est parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, c'est simplement parce qu'on la désire que tout à coup, on va lui trouver des raisons d'être bonne, quand bien même elle serait mauvaise du coup. Ah, puisque en définitive, nous ne désirerions que parce que les autres désirent aussi. Et nous ne désirerions que le désir des autres, en fait. Nous envierions ce qu'ils désirent. Dans ce cas-là, la valeur d'une chose prendrait sa source dans autre chose que dans la fin qu'elle a pour but d'atteindre, puisque en définitive, le téléphone portable, quand je le désire pour lui-même. Et tout à coup, l'objet qui est téléphone portable, qui devrait être un outil, hein, normalement, devient une fin en soi. Je désire obtenir ce téléphone portable. Voilà. C'est le désir pour le désir, en définitive, qui est un désir intéressant, hein, mais quand il se pose sur des objets comme des outils, comme le téléphone portable, euh, il devient totalement insensé. Pourquoi? Parce que normalement, un outil, il est toujours fonction de sa fin. Un outil n'a de sens qu'à partir du moment où il a une fin. C'est-à-dire que donc c'est la fonction qui fait l'outil. C'est parce que j'ai des clous à planter que je prends un marteau. Et ce n'est pas parce que j'ai un marteau que je vais planter des clous. Euh, on pourrait dire, mais même si c'est discutable et puis qu'on ne peut pas le faire ici, on pourrait dire que c'est presque le contraire de l'organe. C'est-à-dire que, même si c'est discutable, hein, ce que je dis, hein, mais l'organe, on pourrait dire que ce n'est pas parce que je veux porter un enfant que que va me pousser un utérus, mais bien parce que j'ai un utérus que je vais pouvoir porter un enfant. Donc on pourrait dire que dans l'outil, c'est la fonction qui fait l'outil. Si tout à coup, donc du coup, c'est bien d'abord avoir une fonction pour pouvoir avoir un outil. Si tout à coup, c'est le téléphone qui fait le téléphone, si c'est la possession du téléphone qui fait le téléphone, ce n'est plus le téléphone que je veux posséder, mais c'est bien le pouvoir en définitive, le pouvoir sur le monde et le pouvoir sur les objets, le pouvoir d'agir et de m'approprier le monde et de m'approprier les objets. Et dans ce sens-là, n'est-ce pas une manière de se laisser aller à ses propres désirs? Et du coup, plutôt que d'en être libre et plutôt que de désirer des objets utiles, est-ce qu'on n'en vient pas justement à désirer des objets qui sont strictement inutiles dans leur fonction fondamentale, mais qui en définitive deviennent utiles simplement parce que nous les désirons? N'est-ce pas le propre d'une société de consommation que de nous faire désirer des objets totalement inutiles en nous laissant croire qu'ils sont utiles? D'ailleurs, c'est assez paradoxal et même contradictoire et parfois hypocrite de voir que dans nos sociétés de consommation, on condamne l'inutile et que on gâche complètement et on ne fait que du jetable et qu'on jette des choses qui pourraient nous être encore utiles, qu'on pourrait recycler peut-être, mais qui pourraient nous être utiles, mais que du coup, dont on préfère se séparer parce qu'un autre désir a pris la place de ce qu'on possédait et donc du coup, il faut le remplacer par un autre objet. Voilà, il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans. Donc, se laisser aller à ses désirs dans ce sens-là et croire que le bonheur pourrait venir de la satisfaction de nos désirs, c'est ce qui nous pousse d'ailleurs et c'est ce dont Julien parlait tout à l'heure, nous en avons parlé en classe l'autre jour, c'est que c'est toujours ce qui nous pousse à vouloir être plus riche. Parce que je parle de richesse économique, hein, avoir plus d'argent. Parce que je suis dans cette illusion que le plus je posséderai d'argent, le moins
j'aurai de désir à frustrer, donc le plus je pourrai m'acheter ce qui me plaît, sans me rendre compte qu'en définitive, le plus je vais me laisser aller à mes désirs, le plus je vais être en définitive esclave de moi-même, en me posant moi-même comme le principe absolu de toute chose, et croyant que tout dans ce monde peut s'acheter, et tout dans ce monde, une fois que j'ai décidé de l'inutilité de l'objet, quand bien même il pourrait être utile et que je suis en train de gaspiller, eh bien, je peux m'en débarrasser et m'en offrir un autre. Et faire qu'en définitive, le monde autour de moi ne soit qu'éphémère et au service de ma royauté, de mon royaume intérieur. Quoi qu'il en soit, du coup, cette forme qui consiste à voir dans toute chose une utilité, n'est-ce pas un esclavage et un enfermement sur soi-même et sur un royaume intérieur qui, en définitive, est un royaume de roi déchu. Parce qu'en définitive, si je suis à moi-même ma propre fin, ça veut bien dire qu'il n'y a pas, que tout n'est pas utile. Je suis moi-même une espèce de valeur absolue. Puisque tout serait utile pour moi, donc dans le but de moi. Et donc, du coup, je serais la fin absolue de ce monde. Et en définitive, c'est pas complètement idiot comme position, puisque qu'est-ce que nous recherchons tous? Nous recherchons tous quand même ce que nous pourrions appeler le bonheur. Quoi qu'il en soit, c'est bien ça qui nous motive. Donc, du coup, est-ce que justement, ce que recherche celui qui consomme des objets utiles à sa satisfaction n'est pas quelqu'un qui, en définitive, cherche le bonheur et qui confondrait justement le plaisir avec le bonheur? Et qui croirait que c'est par la somme des plaisirs qu'il atteindrait le bonheur. C'est le problème de l'utilitarisme, en définitive. Et du coup, peut-on être heureux si on se considère comme fin en soi? La question revient à ça. Hein. Peut-on être heureux si on considère que le monde entier nous est utile et que tout est utile? Ne peut-on pas chercher à être heureux simplement pour être heureux, en définitive? Une espèce de bonheur qui se suffirait à lui-même. Désolé, je regarde le temps, oulala, déjà 18h34. Je vais aller un peu plus vite. Pour comprendre ce qu'on est en train de dire là, je crois qu'il faut qu'on analyse la relation d'un objet à un sujet. On appelle objet en philosophie ce qui est jeté devant, en définitive, ce qui n'est pas la conscience. On appelle objet tout ce qui n'est pas sujet, en définitive. Un sujet, c'est subjet, ça veut dire être jeté en soi-même, c'est-à-dire penser qu'on pense. C'est la pensée réflexive. Un objet, c'est ce qui est jeté hors de la conscience. Donc, il y a des objets qui sont sujets pour eux-mêmes. Autrui, par exemple, est un objet extérieur à moi, pour moi est un objet, mais il est sujet pour lui-même. Mais il n'y a que moi qui suis sujet pour moi-même. D'où peut-être cette illusion de la conscience, justement, qui me laisse croire que tout ce qui est extérieur à moi n'a d'existence que par rapport à moi. Mais c'est une illusion de la conscience, justement, parce que c'est Bergson qui explique ça. Bergson explique que la conscience, dans son processus de conscience du monde, d'identification d'objets extérieurs à elle, a une tendance spontanée à n'aller d'abord, dans un premier temps, que vers l'utilité, que vers les objets utiles et à ne voir que sa propre survie et à ne voir que la survie dans le monde. Dans ce sens-là, donc à satisfaire d'abord, par exemple, des besoins. Donc, dans ce sens-là, elle voit d'abord dans les objets leur utilité. Mais en définitive, c'est une action spontanée de la conscience, qui est accentuée, dit-il, même par le langage, parce que le langage, du coup, est en commun. Il me donne des objets, il me donne à voir des objets que leur utilité, en définitive, que ce que je vais pouvoir mettre en commun avec l'autre par le non commun. Mais en définitive, tous les objets sont propres à eux-mêmes. Tous les objets ont une originalité en eux-mêmes, ont une identité en eux-mêmes. Tous les objets ont une représentation particulière. Un objet qui se présente à moi pour la première fois, que je ne connais pas, que je n'identifie pas, que je ne sais pas, donc je ne connais pas l'utilité, se présente d'abord à moi comme un objet étonnant, comme un objet original, unique. Ce n'est que par la suite qu'il va devenir commun. Dans ce sens-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que désirer un objet, ce n'est pas simplement désirer son utilité. Désirer un objet, c'est d'abord, c'est ça qui est très étonnant, c'est vouloir se l'approprier. Alors c'est là où il y a les libéraux, les économistes libéraux sont assez malins, enfin malins, oui, bon, on peut dire ça comme ça, c'est d'avoir confondu ou d'avoir laissé croire qu'on pouvait confondre la propriété ou l'appropriation ou la propriété avec la propriété privée. La conscience n'a pas pour but de s'approprier de manière privée les objets. La conscience, elle a pour but de s'approprier les objets dans le sens où elle va avoir un rapport qui lui est propre à chaque, qui va être propre à chaque objet.
j'ai moi-même, en tant que sujet, un rapport propre à chaque objet, un rapport qui m'est propre. Et il m'est propre parce que je suis un être subjectif, j'ai une subjectivité, j'ai alors cette subjectivité, c'est pas un caractère ou c'est pas une manière de voir le monde. Si, ça pourrait être une manière de voir le monde, mais c'est difficile à définir la subjectivité. La subjectivité, c'est justement ce qui fait ma relation au monde. Ce qui fait que quand je vais prendre conscience d'un objet, je ne vais pas voir que l'apparence de l'objet, je vais aussi y placer quelque chose de l'ordre de ma subjectivité et qui fera que quand je vais revoir l'objet, je vais moi-même me reconnaître à travers l'objet. Et donc, du coup, dans chaque objet, nous plongeons notre subjectivité. Et d'ailleurs, le moins nous connaissons l'objet, le plus nous plongeons notre subjectivité dans l'objet pour ne pas le laisser trop étranger à nous. Ça, c'est Hegel qui dit ça très bien. Il dit, en fait, le monde nous est farouchement étranger avant de le connaître. Avant de prendre conscience du monde, le monde nous est farouchement étranger. Et faire que le monde me soit moins étranger, moins alien, celui avec lequel je n'ai pas de lien. Donc, pour me relier au monde, la conscience est obligée de placer sa subjectivité dans le monde, de s'approprier le monde, c'est-à-dire de construire elle-même sa propre réalité du monde. Et c'est justement les objets dans ce rapport-là ne sont d'abord pas utiles, c'est-à-dire que je ne considère pas les objets dans l'appropriation que j'en fais comme quelque chose d'utile, mais les objets ne sont en définitive que ce qui va me permettre, ou pas ce qui va me permettre, mais ce qui va faire que je me reconnais comme existant. Euh, je vais prendre un exemple, parce que c'est peut-être plus facile à comprendre. Le doudou pour l'enfant. Le doudou pour l'enfant, il n'a aucune utilité en soi, mais il a une valeur immense, parce que justement, l'enfant se projette complètement dans le doudou. C'est une subjectivité pure quasiment qui est projetée dans le doudou, qui est un des premiers objets qu'il a autour de lui et qui tout à coup, et qu'il va tout à coup s'approprier. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont eu des doudous ou qui en ont encore, non, plutôt qui en ont eu, ce serait mieux, mais imaginons, vous revenez, je ne sais pas, 20 ans après dans la maison, bon, ça c'est très connu, hein, c'est la Madeleine de Proust, mais vous revenez 20 ans après dans la maison où vous étiez avec votre doudou, et puis tout à coup, vous ouvrez une espèce de malle ou je ne sais quoi, et puis ou un placard, et vous retrouvez votre doudou. Ce qui va revenir en premier, c'est d'abord la reconnaissance de vous-même, c'est-à-dire c'est d'abord une sensation, c'est d'abord une impression intérieure, c'est d'abord une subjectivité qui va vous revenir. Ce ne sont pas, vous n'allez pas voir ce doudou tel qu'il est ou tel que ça ne va pas vous renvoyer à des souvenirs extrêmement précis, forcément dans un premier temps, mais évidemment à une époque, évidemment à quelque chose de bien plus intérieur et de bien plus intime. Ça va vous renvoyer à votre subjectivité, et cette subjectivité, c'est peut-être justement celle que vous allez aussi renvoyer sur vos enfants. Et donc, du coup, l'objet lui-même va bien au-delà du simple, de la simple chose posée à l'extérieur de moi. L'objet, quand j'en prends conscience, il est une partie de moi, ou je suis une partie de cet objet-là. Et dans ce sens-là, dévaloriser l'inutile, c'est dévaloriser tout ce que je considère ne pouvant pas m'appartenir. Euh, D'ailleurs, je remercie Tiffaine, qui est une amie, qui m'a renvoyé, quand j'ai posé cette question-là, vers une émission de France Culture sur les déchets. Alors, je ne vais pas pouvoir m'arrêter ici sur les déchets, hein, mais euh, l'émission de France Culture, j'ai mis le lien sur, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, mais notre rapport aux déchets, penser nos déchets, permet de mieux comprendre la contradiction qu'on a face à l'utilité, justement. Et je vous conseille d'écouter cette émission que je n'ai pas le temps là parce que là, on a déjà pris trop de temps et je n'ai pas le temps d'en parler plus. Donc, du coup, réhabiliter l'inutile, et ce sera la dernière partie de mon raisonnement, mais réhabiliter l'inutile, c'est aussi réhabiliter la matière. Pendant très longtemps, toute la tradition platonicienne, dualiste, a dévalorisé la matière. Et d'ailleurs, il est dit dans le document dont je vous parle sur France Culture que justement, par exemple, quand Socrate est face à Parménide, il le dit, Socrate dit qu'il a peur de se perdre dans un abîme si il commence à penser la boue, à penser les poils ou penser les ordures. C'est assez intéressant de considérer qu'on sombrerait dans un abîme à penser la matière, et surtout la matière que je produis moi-même et que je ne veux pas voir produire, puisqu'elle est le résultat de ma consommation, en définitive, de ma consommation d'objets. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais Socrate le reconnaît, il en a peur, ça lui fait peur. Bon. Et c'est bien par peur que, justement, il dévalorise la matière.
Donc, réhabiliter la matière, c'est aussi reconsidérer les besoins avant les désirs, c'est repenser le brut, le naturel face à l'artificiel aussi, hein. C'est c'est redonner à la matière une volonté d'éternité. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais une volonté de recycler en définitive, contre le jetable en fait. Valoriser l'inutile, c'est lutter contre l'éphémère et contre le jetable. Et c'est donner la possibilité, dans la matière je parle, et c'est se donner la possibilité de faire que la matière, en définitive comme dans la nature, c'est le cas, hein, la matière ne disparaît jamais, mais elle se transforme. Donc, ne pas penser l'inutile, c'est évidemment s'interdire de saisir des formes de l'absolu. Euh, et donc, c'est bien parce que je suis libre, et donc que je suis un sujet pour moi-même, que l'inutile a de la valeur. Et que cette liberté me permet, en définitive, de choisir parmi mes désirs ceux non pas qui me seraient le plus utiles, mais ceux qui feraient de moi, qui donnerait du sens à mon existence. Si le besoin est le fait de combler un manque d'avoir, hein, euh, le désir devrait être le moyen de combler un manque d'être et de donner du sens à ce monde. Et dans ce sens-là, comme le désir est toujours insatisfait en soi, et reconnaître que le désir est toujours insatisfait, et reconnaître que le bonheur ne dépend pas nécessairement de la satisfaction de tous nos désirs, mais au contraire, parfois, de la volonté qui va pouvoir maîtriser certains désirs, d'où l'idée que désirer et vouloir, c'est pas la même chose, hein, puisque seule la volonté peut me permettre de lutter contre certains désirs qui seraient néfastes pour moi ou que je ne souhaiterais pas assouvir. Eh bien, à partir du moment où ma liberté me donne la possibilité de considérer que je désire ce qui me permet d'être, euh, euh, et que le désir, de toute façon, ne sera jamais assouvi. C'est une espèce d'absolu derrière lequel on pourrait courir, mais qu'on n'atteindra jamais. À partir du moment où j'arrive à penser ça, euh, il devient presque nécessaire de désirer l'inutile, puisqu'il devient presque nécessaire de désirer l'impossible. Se contenter de désirer que de choses possibles, c'est se contenter de désirer que de choses utiles en définitive. Et peut-être pourrions-nous considérer que nous ne pourrions pas être heureux sans être libres, et que du coup, le bonheur ne dépendant, alors je ne peux pas démontrer ça parce que je n'aurai pas le temps, mais le bonheur ne dépendant que de notre liberté, c'est bien par l'action de notre volonté sur nos désirs et que nous réussirions à accepter que toute forme de désir est impossible, puisque ça reviendrait en définitive à, à atteindre une espèce de sens absolu de l'humanité, de sens absolu de notre action, ce qui emmerde le philosophe parce que du coup il n'y aurait plus de doute, mais surtout ce qui est une illusion fondamentale de croire que nous pourrions donner un sens définitif à nos actions et à notre existence. Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin parce que j'ai pas le temps. Je voudrais bien parler un peu de la nature et je vois que j'ai beaucoup dépassé, mon Dieu. J'ai peur que ça se termine dans 10 minutes si on n'a qu'une heure offerte par YouTube. Mais juste pour vous dire que je ne suis pas sûr que les Aurignaciens, 30 000 ans avant Jésus-Christ, qui ont peint au fin fond d'une grotte dans l'Ardèche, qui ne s'appelait pas l'Ardèche, bon, on fait ça par utilité. Voilà. Et puis, si on pense, alors j'aurais voulu vous en parler, mais si on pense à la philosophie que j'ai évoquée ou à l'art, je pense qu'il y a des activités qui sont inutiles et qui ne sont pas pour autant sans valeur, mais je ne pourrais pas m'attarder là-dessus. La dernière question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est que pourquoi aimons-nous? Si nous n'aimons que les gens parce qu'ils nous sont utiles, en fait, nous n'aimons jamais que nous-mêmes, en fait, hein. Et bon, c'est vrai que pour être efficace, il vaut mieux pas être libre, mais que si on veut être libre, peut-être faut-il désirer l'impossible et donc du coup désirer l'inutile. Voilà.